Interpol a abouti à l'arrestation d'une quinzaine d'entre eux. Mais qui se cache réellement sous le masque des Anonymous? Leur pouvoir est-il aussi grand qu'ils le prétendent? Faut-il en avoir peur? Internet, la guerre est déclarée. C'est la nouvelle enquête de Pièces à conviction. Nous avons parfois attendu des heures, en vain. De rendez-vous manqués en fausses promesses d'interview, il nous a fallu plusieurs semaines pour établir des contacts, pour comprendre les codes, le langage des Anonymous. Anonymous n'est pas une organisation, une partie ou même un mouvement. Anonymous n'a pas de leader, pas de gourou, pas des idéologues. Même si nos armes sont plus faibles que les leurs, nous sommes beaucoup plus nombreux. Et surtout, nous sommes très motivés. C'est un avantage dans notre lutte pour la liberté. Personne ne nous arrêtera, nous serons toujours là. Pour moi, ce sont des gamins irresponsables. Ils se fichent des dégâts collatéraux. Les pouvoirs n'arriveront pas à vaincre Anonymous. La force de Anonymous, c'est d'être suffisamment varié, mouvant, élastique, pour rester sur le champ de bataille quoi qu'il arrive. On peut très bien imaginer un groupe terroriste qui se servirait du nom d'Anonymous pour initier une action. Nous nous battons pour nos libertés. Nous sommes anonymes. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Depuis quelques mois, ils sont partout. Ils bloquent des sites internet. Foule anonyme, ils manifestent dans les rues avec un slogan. Nous sommes Légion. Les Anonymous sont jeunes, disséminés partout dans le monde et ils communiquent entre eux via Internet sur des réseaux discrets, secrets même. C'est dans ces canaux de discussion que nous avons pu établir le contact. Ils sont méfiants, il nous a fallu du temps pour enfin rencontrer l'un d'eux. Après plusieurs mails, un premier rendez-vous nous est donné à Lille, dans un bar qui dispose d'une connexion Internet. Ce jeune homme affirme être au cœur du réseau Anonymous. Personne ne se connaît, on se connaît via Internet interposé. On partage des convictions, on partage pas notre vie. Il se dit informaticien et développerait des logiciels. Il va nous expliquer comment bloquer un site Internet. C'est la spécialité des Anonymous, les attaques dites de déni de service. Très simples à mettre en œuvre, il suffit de télécharger un petit logiciel. Son nom, Loïc. Après, c'est un jeu d'enfant. Le principe est simple, c'est comme un sitting. C'est de multiplier les connexions sur un même site, mais de manière instantanée. On a 10 000 connexions qui se font en moins d'une seconde. Le serveur ne peut pas répondre, donc le site, c'est blackout total, il est HS. On n'aura plus de possibilité de s'y connecter. Par contre, là, avec Loïc, chaque utilisateur envoie ainsi plusieurs centaines de messages sur le site ciblé. S'il y a plusieurs dizaines d'utilisateurs, le site sature et se bloque. Il suffit de taper le site web. Là. Un gros bouton vert, c'est très simple pour l'utilisateur, elle a qu'à cliquer dessus pour lancer l'attaque. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Là, il se passe des millions de connexions qui vont se faire dans un laps de temps de 10 à 20 minutes, ça dépend des connexions. Et en multipliant ce nombre d'utilisateurs de ce logiciel, on peut faire tomber un site web. On a eu les sites des majors, de Sony, tous les majors qui sont passés. Pas une semaine sans que les Anonymous ne bloquent des sites internet. Sites gouvernementaux ou commerciaux, nous avons essayé de contacter les entreprises victimes de ces attaques. Personne n'a voulu répondre sur les Anonymous ou sur les dégâts occasionnés. On ne souhaite pas s'exprimer sur ces trucs depuis quelques mois. En tout cas, notre directeur informatique ne voulait pas. Ah oui, parce que la plupart des gens qui me disent non, ils me disent non parce que pas par superstition. Par quoi? Par peur peut-être aussi qu'Anonymous ça les énerve d'autant plus. Enfin, je veux dire, c'est un jeu du chat avec la souris et si on se met devant, paf, on va encore s'en prendre pas la gueule, quoi. Les Anonymous font peur et leur symbole de ralliement n'arrange pas les choses. C'est un masque étrange. C'est le visage de Guy Fawkes, un catholique anglais opposé aux protestants, exécuté en 1606 pour avoir tenté de faire exploser le Parlement.
Une histoire qui inspire le film V pour Vendetta, un héros anonyme qui se bat contre un gouvernement injuste et sanguinaire. Et c'est bien ce symbole que les Anonymous ont voulu s'approprier. Mais quels sont les combats dont ils se réclament aujourd'hui? Pour le savoir, il faut remonter un peu le cours de l'histoire d'Internet. Nous sommes au cœur de Paris. Dans ce bâtiment ultra sécurisé se cache un data center. Sur 5 étages, 6000 m² de serveurs informatiques. Ici, on stocke toutes les données de grandes entreprises françaises comme des banques ou des grands magasins. Benjamin Bayard est un des précurseurs français de l'Internet. Tout ce que vous voyez, ce sont plein d'opérateurs différents. Un data center comme ça, c'est l'alimentation d'une ville moyenne. Cet expert en télécommunications nous rappelle comment est né le réseau mondial. Ils sont venus très très tard. L'armée américaine avait commandé une étude pour fabriquer un réseau militaire indestructible, y compris en cas de guerre nucléaire. On leur a livré les plans, il se trouve que c'était les plans d'Internet et que ça répond à cet objectif-là. C'est indestructible. Par contre, Internet répond à un deuxième objectif qui n'était pas demandé par les militaires, c'est incontrôlable. Parce que c'est indestructible, c'est incontrôlable. Puisque vous ne pouvez pas l'éteindre, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'en servir, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dessus. Les militaires abandonnent le projet, mais il est récupéré par des universitaires qui veulent échanger des informations. Et en 1983, c'est la naissance d'Internet. Pour en retrouver les créateurs, il faut partir aux États-Unis, en Californie. Direction la Silicon Valley, à côté de San Francisco. Les géants de l'Internet sont tous basés ici. Parmi ces sociétés au chiffre d'affaires vertigineux, une organisation à but non lucratif, l'Internet System Consortium. Et voici Paul Vixie, l'un des pères de l'Internet moderne. Comme vous pouvez le voir, j'avais beaucoup de cheveux à l'époque. Je devais avoir 27 ans. Pionnier d'Internet, Paul Vixie est nostalgique des débuts. Car pour lui, aujourd'hui, le net, c'est surtout ça. Un gigantesque supermarché. On s'est, selon lui, bien éloigné de l'idée de départ. Au début, le réseau servait surtout aux chercheurs universitaires. Ils pouvaient s'échanger des fichiers et des emails entre chercheurs. N'importe qui pouvait le faire et on s'échangeait tout entre particuliers, d'ordinateur à ordinateur. On n'aurait jamais imaginé au début qu'il y aurait des sites commerciaux sur Internet. Ceux qui se connectent à Internet doivent pouvoir partager n'importe quel fichier avec n'importe qui. C'est ça l'esprit d'Internet. Internet devait donc être l'endroit où l'on pouvait tout dire, tout faire, échanger librement des fichiers ou des idées. À la fin des années 90, vont naître alors aux États-Unis des sites où la liberté d'expression est totale. L'un d'eux se nomme 4chan, un site qui a pour seule philosophie de n'avoir aucune limite. Certains l'appellent même l'anus d'Internet. Cet Américain fait partie des Anonymous depuis les débuts du mouvement. Et pour lui, 4chan, c'est l'ancêtre des Anonymous. 4chan est un forum où les tout premiers membres d'Anonymous se rencontraient, avant même que ne soit créé Anonymous, même avant que les pans entiers d'Internet ne soient construits. C'est la version la plus libre du réseau. À l'époque, c'était un peu comme le Far West. Il n'y avait pas de règlement. Le fondement, c'est qu'Internet doit être complètement libre. Vous devriez pouvoir écrire ce que vous voulez, même si c'est diffamatoire, même si c'est raciste, même si c'est sexiste, même si c'est quelque chose que la plupart des gens trouvent inacceptable. Sur 4chan, personne n'a d'identité. L'anonymat permet de tout faire et surtout de tout dire. Et pour chaque intervenant, le site génère la même signature, Anonymous. Le mouvement est né là, dans cet espace où tout est permis.
Le truc avec les Anonymous, c'est qu'ils ont décidé qu'ils n'oublieraient pas, qu'ils n'abandonneraient pas le combat pour garder ce que le cœur d'Internet doit être, c'est-à-dire l'Internet libre. Alors les Anonymous ont grandi avec l'idée qu'ils allaient dorénavant combattre tous ceux qui ne voulaient pas de la liberté d'expression sur Internet. Ils veulent en finir avec ces gens-là. Combattre la censure sur Internet, c'est la mission que se sont donnés les Anonymous. Un événement va leur permettre de sortir de l'ombre et l'église de Scientologie va en faire les frais. En 2008, une vidéo de Tom Cruise apparaît sur le web. Dans cette interview de près de 10 minutes, il fait l'apologie de l'église de Scientologie et raconte comment elle a changé sa vie. Je pense que c'est un privilège d'être scientologue et c'est une chose qui se mérite. Parce qu'un scientologue agit. Il ou elle a la possibilité de créer une nouvelle réalité et de meilleures conditions de vie. À l'époque, la Scientologie aurait voulu faire retirer l'interview d'Internet. Mais les Anonymous voient dans cette tentative une volonté de censure insupportable. C'est une vidéo qui a fuité et dans laquelle Tom Cruise décrit les philosophies et les concepts internes de l'église de Scientologie. Ce qui s'est passé, c'est que la sécurité de l'église de Scientologie, réalisant que cette vidéo avait été rendue publique, a essayé de la retirer d'Internet, de la faire disparaître. Par chance, dans les premiers groupes d'Anonymous, la plupart des membres avaient bien compris la valeur de ce genre d'informations. Ils voulaient forcer les gens à rendre des comptes. Et ils ont donc décidé de faire des copies de la vidéo. Quiconque essaye de se mettre en avant et de dire « je contrôle l'information, je contrôle Internet, je contrôle la liberté d'expression », pour nous, c'est simplement inacceptable. Au final, l'église de Scientologie a perdu le combat. Diffusée sur des dizaines de sites par les Anonymous, la vidéo de Tom Cruise est aujourd'hui toujours disponible sur Internet. Mais au siège français de l'église de Scientologie, on minimise l'histoire. Pour les dirigeants parisiens, c'est plutôt l'agent de Tom Cruise qui a essayé de faire retirer cette vidéo. Moi, personnellement, je m'en fiche. Et après, c'est pas le combat de l'église de Scientologie de retirer une vidéo de Tom Cruise, quoi. Je veux dire, franchement, on a d'autres choses à faire que de se battre sur ces trucs-là, quoi. Ici, forcément, on n'aime guère les Anonymous. Et le porte-parole de l'Église s'emporte contre ce qu'il appelle du harcèlement. Quand vous attaquez Internet, quand vous faites en sorte de descendre, de faire qu'un site ne soit plus accessible, que ce soit celui de l'Église de Scientologie, celui du Vatican, celui d'une entreprise, quel que soit le site, vous êtes en train de lutter contre la liberté d'expression. La liberté d'expression veut que vous laissiez ces gens-là s'exprimer. Il n'y a aucun courage à être masqué et à s'attaquer à des gens pour leurs croyances. Il n'y a pas plus de courage. Pour moi, c'est les choses auxquelles on peut comparer. Il y a le Ku Klux Klan. C'est le même type de non-courage. Vous voyez ce que je veux dire? On est en groupe, on est masqué, on se sent fort, on s'attaque à une personne qui est noire. Et on est en groupe, on est masqué, on se sent fort, on s'attaque à un scientologue. C'est pareil. Des années plus tard, Tom Cruise montrera qu'il n'est pas rancunier. Donnez-moi un autographe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un autographe. Allez, monsieur Cruise. Monsieur Cruise. Lors de la première d'un film de la star à Berlin, un Allemand le supplie de bien vouloir lui signer son masque d'Anonymous. Allez, soyez gentleman, signez-le-moi. Vous êtes très cool, j'adore. Merci, merci mille fois. Je vous aime. Tom Cruise a de l'humour. L'église de Scientologie, toujours en proie aux Anonymous, un peu moins. Le mois dernier, à Los Angeles, l'église fêtait l'anniversaire de la naissance de son fondateur, Ron Hubbard. Après 30 ans passés au cœur de la Scientologie, cette femme, Tori Christman, en est devenue une des plus féroces critiques. Mais je te le dis, tu dis des conneries. Tu es une poule mouillée. Avec une dizaine de ses amis, elle est bien décidée à perturber la soirée. Est-ce que vous pouvez la dégager de ma vue, s'il vous plaît? Allez les gars, vous n'êtes pas supposés être là.
Allez. Est-ce que je t'ai blessé? Pauvre petit garçon. Ça prouve que tu es une poule mouillée. Vous voyez, ce sont des poules mouillées. Renvoyés de l'autre côté de la rue, les manifestants reçoivent du renfort. Ancienne scientologue, elle aussi, devenue Anonymous, cette jeune femme est venue prêter main forte. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce combat contre la scientologie? Parce que j'ai vu de l'intérieur ce qu'ils font. J'ai quasiment passé ma vie entière dans la scientologie et j'ai travaillé pour eux. Mais tout cela ne comptait plus quand j'ai décidé de quitter l'Église. Ils m'en ont voulu. Tori Christman, elle, sait ce qu'elle doit aux Anonymous. Grâce à eux, dit-elle, elle s'est sentie moins seule dans son combat. Avant que les Anonymous n'apparaissent en 2008, il n'y avait que 5 ou 10 personnes qui osaient parler, et même dire leur nom. Quand les Anonymous sont arrivés, des gens se sont mis à parler partout dans le monde, et les médias se sont intéressés à notre combat, et ont interviewé d'anciens adeptes. On a écrit des livres, c'était fabuleux, n'est-ce pas? C'est vrai, quand ils sont arrivés, je n'avais plus peur. Le courage revenu grâce aux Anonymous, et grâce peut-être à ce masque qui permet toutes les audaces. Cet homme est un ancien Anonymous. Il accepte de parler de ses camarades, mais masqué, toujours. Car selon lui, c'est de là que vient la force du mouvement. Pour les adversaires d'Anonymous, l'anonymat, c'est une manière de se protéger. C'est vrai. Mais au-delà de ça, le fait de se créer une fausse identité vous donne une liberté de parole totale. Et cette expérience-là de la liberté de parole totale, dans un monde qui est très censuré, est une expérience très forte. Et ça fait de l'anonymat pas seulement un moyen de protection, mais aussi un moyen de s'exprimer autrement, de ne plus avoir peur de la manière dont on va être jugé par ce qu'on a dit, telle ou telle chose. Ça donne du courage et ça donne de la liberté. Fort de ses premiers succès, les Anonymous vont alors se lancer dans d'autres combats. Cette fois-ci, la pédophilie est l'ennemi déclaré. Depuis quelques années, les Anonymous traquent ainsi les pervers sexuels sur Internet. Tout commence en 2007. Dans un forum de discussion, un internaute décide de se faire passer pour une adolescente. Le but, inviter les éventuels pédophiles à se dévoiler. Et ça marche. Cet homme, un Canadien de 53 ans, engage la conversation. Conservé par les Anonymous, voici les captures d'écran de cette discussion. J'aime les hommes plus âgés. Et moi, j'aime les filles jeunes comme toi. Plus loin, il ajoute: tu as de beaux seins pour une fille de 13 ans. Je te montrerai bien mon sexe, mais mon fils vient de rentrer de l'école. Je dois aller à l'église. Plus tard, il n'hésitera pas à s'exhiber devant celle qu'il croit être une écolière de 13 ans. Les Anonymous vont être impitoyables. Il le dénonce à sa paroisse et à la police de Toronto. Quelques jours plus tard, il est arrêté et passera quelques années en prison. Depuis cette première victoire, il y a 5 ans, les Anonymous n'ont cessé de se battre contre ces pervers sur Internet. Mais pour rencontrer ceux qui mènent la lutte aujourd'hui contre la pédophilie, il faut aller au Brésil. Ici, il y a plus d'utilisateurs d'Internet que d'habitants en France. Mais le Brésil bat d'autres records. En quelques années, le pays est devenu une des destinations préférées des touristes sexuels. L'UNICEF estime ainsi à 250 000 le nombre d'enfants brésiliens livrés à la prostitution. La pédophilie, cible numéro 1 des Anonymous brésiliens. Et ici, comme partout ailleurs, les Anonymous sont prudents. Satyagra est un pirate informatique. Il accepte de nous rencontrer, mais par Internet. Il veut nous raconter l'opération Darknet en novembre dernier. Bilan, une quarantaine de sites de pornographie infantile fermés. Parmi eux, Lolita City, où les pédophiles du monde entier s'échangeaient photos ou vidéos. Voici une des pages du site que nous avons préféré occulter. Les images, bien sûr, mais aussi les discussions entre pédophiles sont indiffusables. Suite à cette attaque, contre ces 40 sites, les adresses informatiques des pédophiles ont été rassemblées.
Je vous envoie la carte que nous avons faite. Nous avons placé sur cette carte leur lieu de résidence. Il y en a partout dans le monde et quelques-uns au Brésil. Et on a donné toutes ces informations aux polices locales et à Interpol. Mais tout cela n'a pour la police aucune valeur juridique. La manière d'obtenir ces informations est juridiquement illégale. Donc ces preuves ne peuvent pas être acceptées par la justice. Ce n'est pas frustrant pour vous? C'est un problème, c'est sûr. Si le système était mieux fait et acceptait ce que font les Anonymous, ça serait beaucoup plus utile. Mais sans nous, ça serait bien pire. On devrait faire beaucoup plus d'opérations de cette nature pour tenter de faire disparaître ce fléau. Surtout au Brésil. On fait notre possible. Pour les Anonymous brésiliens, l'essentiel est là. Avoir mis hors d'état de nuire des dizaines de sites pédophiles. À Brasilia, d'autres traquent également les pédophiles. Ce sont les policiers fédéraux du commissaire Julio César. Ils interpellent une centaine de pervers par an. Si le commissaire salue le travail des Anonymous, il remet en cause leur méthode. Il n'est pas rare qu'ils commettent des injustices. Nous avons le cas ici d'une personne qui a été dénoncée injustement. Il y avait un site raciste et pédophile créé par quelqu'un qui se cachait sous divers pseudonymes. Et plusieurs hackers, dans le but de jeter l'opprobre sur cette personne, ont révélé un nom et une adresse. Sauf que ce n'était pas le bon coupable. Cette personne n'avait rien à voir avec ce site pédophile et raciste. Cette personne, dont le nom avait mal été utilisé, a énormément souffert de voir ses données divulguées et du harcèlement qui a suivi cette dénonciation par les hackers. Car elle n'avait vraiment rien à voir avec ce site pédophile. Pourtant, elle a été la victime dans cette histoire. Quelques étages au-dessus, les policiers d'un autre service s'intéressent aussi aux Anonymous, mais pour les traquer cette fois. Voici l'unité de répression des crimes cybernétiques. Les hommes du commissaire Sobral pourchassent les criminels sur le net, comme les fraudeurs à la carte bancaire. Ils les suivent à la trace informatique et ils utilisent la même méthode pour surveiller les Anonymous. On veut démontrer qu'il est possible de les identifier. Personne n'est anonyme, ça n'existe pas. On laisse toujours une trace. Même s'il est difficile à trouver, il y a toujours un chemin qui a été parcouru. Et notre défi, c'est d'arriver à parcourir ce chemin à l'envers. C'est à cela que l'on s'entraîne. Un entraînement, pour l'instant, car la législation brésilienne ne prévoit pas encore de peine pour ceux qui bloquent des sites, comme les Anonymous. Mais cela devrait changer très bientôt. Le Brésil se prépare à recevoir de grands événements à partir de cette année. On va avoir le sommet des Nations Unies sur le développement durable, la Coupe des Confédérations, les Journées mondiales de la jeunesse, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques en 2016. Ce qui fait que notre unité, avec le gouvernement, l'armée et les services secrets, nous travaillons tous pour que rien ne vienne perturber le bon fonctionnement de nos systèmes avant, pendant et après ces événements. Désormais considérés comme une menace potentielle, les Anonymous se savent surveillés. Pourtant, au Brésil, aux États-Unis, en Europe ou partout dans le monde, ils sont sortis de l'ombre pour se lancer dans un autre combat. Leur nouvel adversaire, les géants de l'industrie de la culture, qui viennent d'avoir la peau de Mega Upload. Un site internet qui permettait d'échanger facilement films ou musique piratée. Un site qui n'hésitait pas à embaucher les plus grandes stars de la chanson et du cinéma américain pour faire sa promotion. Et voici le créateur du site, Kim.com, de son vrai nom Kim Schmitz, accusé d'avoir spolié l'industrie du cinéma et de la chanson.
Il est interpellé en Nouvelle-Zélande où il vit dans une des 18 millions d'euros. Tous ses biens sont saisis. Un hélicoptère, des voitures de luxe et 11 millions de dollars en cash. Sur l'acte d'accusation du FBI, entre autres, racket, blanchiment d'argent et violation du droit d'auteur. Ce jour-là, après 31 jours de prison, il est enfin libéré. Je veux juste rentrer voir ma famille. Merci. Kim Schmitz risque 20 ans de prison. À des milliers de kilomètres de là, à Bangkok, un ancien employé français de Mega Upload est au chômage technique. Comme il dit, lui n'a pas été inquiété par la justice. Il connaît bien Kim Schmitz, invité à toutes les fêtes dans la maison en Nouvelle-Zélande. Emmanuel Adex est un ami de longue date du patron de Mega Upload. Voilà, ça c'est chez lui avant son arrestation, mais ils ont tout viré à l'intérieur de la mansion. Je suis passé là il y a quelques semaines, ils ont enlevé tout le mobilier, même les lustres, la moto, tout ça, tout a été viré tout a été en fait enlevé par les autorités. Il reste juste les poissons dans la cuisine. Aujourd'hui encore, l'ancien directeur technique de Mega Upload ne comprend pas pourquoi les autorités se sont attaquées à leur site en particulier. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de sites qui offrent ce genre de service d'hébergement. Il n'y a rien de spécial à offrir de l'hébergement sur Internet. Tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin d'échanger des fichiers, des données, des films, des vidéos, tout quoi. Alors, pourquoi selon vous s'être attaqué d'abord à Mega Upload ? Parce que c'était le plus gros et puis parce que la nature de son dirigeant, Kim.com, est quelqu'un d'assez flamboyant, c'était la victime parfaite, délit de sale gueule, c'était génial pour les autorités. Kim Schmitz, le fanfaron, qui devient ce jour-là le champion du monde d'un célèbre jeu vidéo. Kim Schmitz qui a peut-être manqué de discrétion aux yeux de l'industrie du cinéma. Les dirigeants de MegaUpload.com sont accusés d'avoir soustrait plus de 500 millions de dollars de manque à gagner à l'industrie culturelle, notamment à Hollywood. Ce jour-là, toute la presse people est présente. Une des actrices de la série Desperate Housewives et son mari sont tout sourire. Ils inaugurent sur les célèbres trottoirs de la ville du cinéma 2 étoiles à leur nom. Desperate Housewives est une des séries phares de la télévision américaine. Un succès planétaire qui en fait aussi une des séries les plus téléchargées illégalement. Alors pour ces stars d'Hollywood, entre cette récompense et la fermeture de Mega Upload, c'est un grand jour. Le piratage est un problème, on est tous touchés. 5% des acteurs réussissent à vivre du métier. Les autres vivent au jour le jour, au cachet, et ceux qui piratent portent atteinte à leur niveau de vie. Le fait qu'ils aient fermé Mega Upload, c'est quelque chose de positif pour vous ? Oui, c'est positif. C'est du vol. Appelez ça comme vous voulez, mais voler, c'est voler. Et à Los Angeles, voler l'industrie du cinéma, ça n'est pas vraiment très bien vu. Ici, il en va des emplois de centaines de personnes. De la survie économique de toute une ville. Antoine de Cazotte vit à Los Angeles. Il est le producteur exécutif du film qui rafle toutes les récompenses cette année, The Artist. Alors ça, c'est des bons moments récents. Je suis avec Jean, on est à l'after party au Château Marmont et on est bien content. Ça, c'était le vendredi 25 à Paris avec Bérénice Bejo où elle a gagné le César. C'était aussi une belle journée. Ça, c'est avec Thomas Langman après la victoire des Golden Globes. Le producteur nous amène alors dans les décors de The Artist pour nous montrer qu'un tournage, ça coûte cher. Non, rien à voir. C'était complètement décoré différemment. Et là, c'est une scène du film qui a coûté cher ? Alors, à la Paramount, on a laissé quand même un chèque de 70 000 $. Mais c'est juste pour la Paramount. On n'a pas, là-dessus, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le grip, la machinerie, il n'y a pas la consommation d'électricité, il n'y a pas les ouvriers, il n'y a pas les repas, il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le parking. Et c'est juste
3 jours ici, 70 000 $. Bien sûr, les lampadaires électriques comme on voit maintenant, il n'y en avait pas. Bien sûr, le feu rouge n'existait pas. Donc on reconstitue la ville à l'époque où le film se passe. Et ça coûte cher, forcément. Eh ben, tout coûte cher. Vous voyez le nombre de personnels qui sont occupés à organiser les décors. Les salaires de ces gens-là tournent autour de 17 $ de l'heure, quand c'est pas 30. Je pense qu'on a dû dépenser facilement 300 000 $ en décor ici. Au final, budget du film, 15 millions de $. Des montants vertigineux qui justifient pleinement qu'on protège l'industrie, selon les professionnels du 7e art. Alors, dans la ville du cinéma, dès que l'on évoque l'affaire Mega Upload devant un syndicat de producteurs, les sourires illuminent les visages. J'ai trouvé ça fabuleux et j'ai trouvé que c'était justifié. Mega Upload fonctionnait beaucoup grâce au piratage. Uniquement aux États-Unis, le téléchargement nous fait perdre 370 emplois par an. Des dizaines de millions de dollars en manque à gagner au profit de ceux qui travaillent dans l'industrie et entre 2 et 3 millions de dollars en impôts non perçus. En France, environ 10 millions d'internautes utilisaient régulièrement Mega Upload. Alors, à la fermeture du site, les habitués du téléchargement illégal ont donc dû trouver d'autres sources d'approvisionnement pour leurs films et séries préférées. Comme ce jeune homme que nous avons rencontré un soir à Paris. Il se fait appeler Ismaël, il est fonctionnaire et il ne veut surtout pas être reconnu. Je vais sur Mega Upload. Mais Mega Upload est fermé. Le truc, c'est que, bon, ils ont fermé Mega Upload, mais comme vous le voyez, par exemple, ce site, lui, il est encore actif. Mais il y en a des tas d'autres. Ça m'a un peu choqué. Disons que l'affaire Mega Upload démontre que si un pays décide de fermer un site, il peut le faire. D'autres ont aussi été choqués par la fermeture de Mega Upload. Les Anonymous, ils y ont même vu une déclaration de guerre. Fermeture de Mega Upload. Anonymous lance une vaste attaque des DOS sans représailles. Les sites d'Universal, de la Warner, du syndicat des producteurs sont neutralisés pendant quelques heures. Adopi, la haute autorité qui lutte contre le téléchargement illégal en France, a aussi été attaquée. Les Anonymous entendent ainsi venger ceux qui piratent films et musiques et qui se font prendre. Dorénavant, avec Adopi, après 2 avertissements, l'internaute peut se retrouver en justice. Voyez-vous, il y a eu 865 000 premières recommandations qui ont été adressées, je parle des chiffres de février, 75 000 secondes recommandations et 220 dossiers qui en sont à la 3e phase. Vous voyez cet effet un peu entonnoir. 221 personnes sur toute la France par rapport à l'usage que font certains d'Internet, ça semble assez peu. Alors il faut dire aussi une chose, c'est que ça n'est pas le but de la Commission de protection des droits que de s'inscrire dans un processus répressif, contrairement à ce qu'on a laissé entendre à une époque. Et cette pédagogie qui a été développée se poursuit et justifie le peu de dossiers qui ont été mis en 3e phase. Malgré ses 13 millions d'euros annuels de budget, la présidente l'avoue elle-même, la haute autorité essaye surtout de faire peur et d'éduquer. Mais sur Internet, en quelques clics, on trouve des petits logiciels qui permettent de contourner aisément la surveillance d'Adopi. Comment télécharger? Alors, rien d'extraordinaire, mais comment télécharger sans se faire pécho? Pire, Adopi ne surveille pas l'essentiel, c'est-à-dire les sites d'échange les plus utilisés, comme Mega Upload. Retour chez Ismaël. Lui télécharge à tout va et il nous montre comment. À tous les contenus, j'ai téléchargé illégalement une série américaine qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Dans cette série, je découvre un groupe, ça s'appelle Trombone Shorty. Je trouve très bien, donc je me suis dit, je vais le télécharger. Donc je suis allé sur un site. Vous avez un lien vers le site équivalent Mega Upload.
où est stocké le disque en question. On vous sollicite tout de suite pour un abonnement premium de 1 mois, 75 jours, 180, etc. Si on a un compte non premium, ça dure un petit peu plus longtemps. Après, bon voilà, il y a des petits dispositifs. Vous payez quand même quelque chose, là? Là, je paye rien du tout, là. Je télécharge. Voilà, dans une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, j'aurai le disque. Ce que vous venez de faire, c'est légal? C'est illégal? C'est illégal. Combien il y a de pourcentage de chances qu'Adopi vous attrape la main dans le sac? 0. Pourquoi? Parce que c'est un système qui n'est pas surveillé, qui n'est pas dans le périmètre d'Adopi. Adopi surveille les échanges de particulier à particulier. Ça, en fait, c'est un site qui est un serveur qui héberge dans un paradis numérique, comme il existe des paradis fiscaux, tout un tas de fichiers. Ismaël télécharge surtout de la musique, plusieurs albums par semaine. Mais pour lui, ce n'est pas du vol. C'est la société qui ne s'est pas adaptée à Internet. Moi, j'ai pas l'impression du tout d'être un rebelle. J'ai plutôt l'impression d'être normal. Et moi, de mon point de vue, c'est plutôt la législation qui est déviante. Le problème des systèmes répressifs contre le téléchargement, c'est de bloquer ou de brider ce plaisir, parce que c'en est un, de pouvoir partager nos découvertes. Je considère que brider mon droit au partage, c'est une atteinte à ma liberté. Trombone Shorty, il est là. Mais qu'en disent les artistes victimes du téléchargement? Tous affirment accuser une perte de revenus. 3, 4. Un groupe de rock parisien en a même fait une chanson. T'as ça sous le nez, t'as qu'à remplir ton panier. T'es frustré d'avoir jamais volé une orange. Avec les MP3, tu te venges. Ce petit groupe indépendant, les Rois de la Suède, milite pour sa survie. T'es forgé une religion. Si je partage, je suis bon. Émulé, grand. Dans leurs clips, ils se font entièrement dépouiller par des sites de téléchargement illégal, comme Pirate Bay ou eMule. Au nom, dit la chanson, de la liberté de voler. Ta liberté de voler. Ta liberté de voler. Vous vous sentez vraiment pillé, vous, parce que là, dans votre clip, on vous voit être dénudé par Pirate Bay. Déjà, premièrement, quand t'as vu le clip, tu en pensais quoi? Je veux dire, à la fin, quand on est nu, tu pensais... Couper ce passage-là, en fait. Pour savoir. Voilà, c'est un des seuls trucs sur lesquels on est prêt à revenir sur ce clip, c'est qu'effectivement, on n'était pas en grande forme physique et on s'est rendu compte qu'on aurait pu donner une meilleure image de la lutte anti-téléchargement. C'est assez rigolo de voir le petit argumentaire en fait, que les gens se sont montés en fait, au fur et à mesure. Ils sont bâtis une sorte de petite religion, c'est ce qu'on dit dans la chanson. C'est voilà, si je partage, j'ai pas à être inquiété parce que c'est juste du partage et que je ne prends rien en fait. Alors ils veulent pas voir le vol de propriété intellectuelle, ils veulent pas reconnaître le droit d'auteur. Il y a vraiment un truc pseudo-libertaire où vraiment il faut tout casser. Mais en fait, il faut juste tout casser sur Internet. En fait, quand on analyse bien le truc, c'est qu'en fait, voilà, ils sont prêts à faire la révolution sur Internet, mais dans la vie de tous les jours. Alors là, si ça vient les toucher eux, faut pas qu'on leur prenne leur ordinateur ou quoi, parce que sinon c'est foutu. Quoi. En fait, je pense que cet argument de culture gratuite pour tous, je voudrais que ceux qui en parlent, qui disent il faut faire ça, je voudrais qu'ils essaient d'en vivre avant. Et puis après, on voit s'ils ont envie de faire ça. C'est pas si grave que ça, hein, ça fait une sorte... La chanson Ta liberté de voler est disponible gratuitement sur leur site. Musique, films, on peut quasiment tout télécharger aujourd'hui, légalement ou illégalement. Un homme se bat contre le vol sur Internet. Voilà. Il est président de la Gaumont, mais aussi président de l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, que tout le monde connaît pour ce petit film. Diffusé en boucle il y a quelques années dans les salles et sur les DVD, ce clip vidéo résume bien sa pensée. Le téléchargement illégal, c'est du vol, et selon lui, Internet ne peut pas être une zone de non-droit. L'humanité se fonde d'abord sur des valeurs. Les philosophes grecs, les Lumières, les philosophes modernes. Et qu'une technologie ne change pas les valeurs.
que ce qu'ils appellent le partage, j'ai le regret de dire que c'est du vol. On partage quelque chose qui vous appartient. C'est plus agréable de télécharger gratuitement. Oui, ben écoutez, on est tous d'accord, c'est plus agréable d'avoir une voiture gratuite. Leur concept juridique de propriété, d'identité ne s'applique pas à nous. Rejoignez-nous. Aidez-nous à défendre notre maison, l'Internet. Deux discours inconciliables. Pour les Anonymous, empêcher le téléchargement illégal, c'est aussi empêcher la libre circulation des idées, de la culture. Et quand le monde réel cherche à réglementer Internet, les Anonymous repartent en guerre. L'ACTA, voici le nouvel ennemi des Anonymous et internautes du monde entier. Car cet accord commercial anti-contrefaçon prévoit aussi un contrôle renforcé sur Internet. Aujourd'hui, à cause de l'ACTA, Internet va commencer à être censuré. Et c'est dommage. On n'a pas tellement envie d'être fiché. On a le droit d'avoir une vie privée, on a le droit d'être anonyme sur Internet. Négocié dans le plus grand secret pendant 3 ans, l'ACTA devrait être bientôt voté au Parlement européen. Et chez les partisans de ce que l'on appelle l'Internet libre, la lutte s'organise. Ces jeunes activistes se battent pour protéger la liberté sur le net qu'ils estiment menacée. Ici, on décortique le texte du traité, article après article. C'est, je crois, 23 pages d'un jargon juridique particulièrement compliqué, parfois particulièrement vague. Pour Jérémy Zimmerman, ce texte est une vraie menace pour la liberté d'expression. Avec les sanctions pénales qui pèsent sur tous les acteurs de l'Internet, on leur met un flingue sur la tempe en disant « Hey, monsieur Orange, monsieur Google ou monsieur n'importe qui », soit on t'amène devant les tribunaux et on va te flinguer pour complicité d'infraction à une échelle commerciale, soit tu vas être bien gentil et tu vas coopérer avec nous. Et quand on va te demander de couper l'accès à lui, ou d'enlever tel site de l'Internet ou de le rendre inaccessible à tes utilisateurs, tu vas être gentil, mais tu vas le faire le petit doigt sur la couture du pantalon. Et c'est ça, le but de l'ACTA, c'est littéralement de privatiser la répression sur Internet. C'est quelque chose de complètement intolérable. Pour ces activistes, nous sommes tous concernés. L'ACTA transformerait les opérateurs qui vous fournissent Internet chez vous en police privée. Ces mesures, ces sanctions pénales, ne vont pas vous concerner vous directement, mais utilisées comme une menace sur votre fournisseur d'accès, elles vont peut-être forcer votre fournisseur d'accès à vous couper l'accès à tel ou tel site, à vous réduire le débit ou à prendre quelques mesures répressives. Maintenant, il faut se faire entendre là où tout va se décider. À Bruxelles. Au Parlement européen, c'est l'agitation. 3 jours de débats et de réunions, les commissions mettent la dernière touche au traité. Pour l'occasion, les activistes de toute l'Europe se sont donné rendez-vous au Parlement. Voici leur camp de base, dans un recoin de la cafétéria, avec les moyens du bord. Il y a Géraldine qui vient du Mexique, Mike qui vient de Pologne. Il y a Marcus qui vient juste de partir et qui, lui, est en Allemagne. On est interconnectés par des dizaines de canaux de communication. Mais l'idée, c'est voilà, de pouvoir venir physiquement faire quelque chose ensemble dans le Parlement européen. Et le militant va profiter d'une conférence de presse avec les commissaires rapporteurs de l'ACTA pour passer à l'action. Jérémy Zimmerman pense que le texte est trop flou, qu'il laisse trop de place à d'éventuelles interprétations liberticides. S'il y a tant de différentes interprétations du texte avec ACTA, est-ce que le flou dans la rédaction même du traité ne mérite pas qu'on le rejette, au moins pour cette raison? Je suis d'accord avec vous. Nous essayons de réparer certaines parties du texte qui sont vagues. Il y a des problèmes importants dont nous devons débattre et nous essaierons de tirer cela au clair dans les mois qui suivent. Attendez, je vais juste l'attraper. Il faut que j'arrive à le rencontrer dans les jours qui viennent, pardon. L'internaute veut approcher le rapporteur européen de l'ACTA et obtenir un rendez-vous. Il veut lui exposer en tête-à-tête ses arguments contre le traité. On pourrait discuter des larges possibilités d'interprétation du texte, notamment au niveau des sanctions pénales. Petite discussion informelle, et le rapporteur européen semble consentir à un rendez-vous. Ce qu'il m'a donné, c'est la carte générique
de son bureau. J'ai essayé de lui demander un contact direct, il m'a donné la carte avec le numéro qui conduit à son standard. Donc je sais que je serai filtré. Et moi j'ai bien demandé explicitement, est-ce que je peux vous joindre directement? Il m'a sorti cette carte pour que je passe au travers de ses assistants. Donc il avait l'air ouvert et souriant, etc. On va voir maintenant si j'arrive à le joindre, si j'arrive à lui parler, et si une fois qu'on a parlé, ses actes correspondent à sa parole. Pas me prendre pour un schtroumpf non plus. Le texte devrait être voté en juin prochain. Mais devant l'ampleur de la contestation, plusieurs États membres ont déjà annoncé leur intention de voter contre ACTA. Si les activistes du net remportent une victoire au Parlement européen, c'est aussi grâce à une mobilisation planétaire. Comme ici au Brésil. Nous sommes à Sao Paulo. Après plusieurs semaines d'approche, ces deux hackers ont accepté de nous rencontrer. Eux aussi se battent contre ACTA. L'un d'eux s'apprête à bloquer un site européen qui lutte contre le téléchargement illégal. J'utilise 25 ordinateurs auxquels j'ai accès pour attaquer ce site. Alors, allons voir maintenant si le site est bloqué. Ces 25 ordinateurs, ce sont des ordinateurs d'amis? À qui ils appartiennent? Ce sont des ordinateurs auxquels j'ai accès. Tu comprends? Auxquels j'ai réussi à avoir accès. Et je les utilise pour ces attaques. C'est simple, je les ai piratés. Pour cette attaque, Tariki a rejoint des Anonymous du monde entier. Ils sont presque une centaine dans cette opération. Au final, ce site anti-piratage va céder devant les attaques des Anonymous. Ces organismes qui sont en faveur d'ACTA, nous on les empêche de fonctionner sur Internet. On empêche que leur site soit accessible. On ne provoque pas de dégâts physiques. Ils ne perdent pas d'argent. C'est juste qu'il est impossible d'accéder à ce site. D'une opération à l'autre. Depuis plusieurs mois, tous les Anonymous de la planète ont un nouvel ennemi. Le régime syrien. Même ici au Brésil. Les deux hackers sont en première ligne dans cette bataille sur le net. Nous avons réussi à nous introduire dans le site du ministère de la Défense syrien et nous avons modifié la page d'accueil. Nous avons passé le message aux compagnons là-bas. Ils se sont chargés d'écrire le texte en arabe et nous l'avons mis sur la page. Pendant 2 à 3 heures, les personnes qui voulaient accéder à ce site ne voyaient que cette page, celle que nous, les Anonymous, avions modifiée. C'est notre façon de protester. Une action symbolique parmi tant d'autres pour soutenir la résistance syrienne grâce à Internet. Donc là, c'est une vidéo de 5 minutes qui montre des manifestants sur lesquels on tire à balles réelles lors d'une manifestation. Lui n'est pas un Anonymous. Il fait partie d'un autre groupe d'activistes du net, les Télécomics. Pas de masque, mais pas d'identité pour autant. Ce jeune homme se fait appeler Okin. Là, c'est un compte Twitter qu'on suit, d'un Syrien donc. Là, il vient de signaler qu'il y a une explosion à Barzeh, au sein de Damas. Depuis 1 an, ce hacker passe tout son temps libre à se battre sur le net contre les services de sécurité syriens. Le gouvernement de Bachar el-Assad utilise des outils de surveillance et d'enregistrement d'activités sur Internet pour pouvoir suivre ce que font les activistes, cartographier les réseaux, trouver qui est en contact avec qui, arrêter ces personnes-là, les torturer pour agrandir leur liste de gens à arrêter, etc. Alors il travaille jour et nuit pour sécuriser l'accès à Internet des opposants syriens. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner des bonnes pratiques, de leur fournir des outils, leur fournir des compétences pour qu'ils puissent utiliser Internet de manière un peu plus sécurisée. Toujours pour communiquer entre eux, pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir après réussir à faire sortir des messages sans forcément mettre leur vie inutilement en danger. Ainsi, Okin et ses amis ont-ils créé TBS, Telecomics Broadcasting System. Vidéo amateur tournée avec du smartphone. Un site internet devenu le principal relais des images tournées chaque jour par la résistance syrienne. À la pointe de l'aide aux révolutions arabes, les activistes du net ont acquis à force un poids politique dans le monde réel.
Un Anonymous aujourd'hui a clairement plus de pouvoir que le militant de base d'un parti politique. Il a plus de pouvoir à l'intérieur du mouvement parce qu'il est absolument libre, alors que le militant de parti politique il fait ce qu'on lui dit. Et il a plus de pouvoir parce que quand une opération se lance et que la presse entière, dans le monde entier, la répercute, c'est quand même autre chose que d'aller distribuer des tracts à la sortie du métro. Donc il y a un vrai pouvoir du militant d'Anonymous. Il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est efficace. Et ce nouveau pouvoir est forcément observé de très près par les gouvernements du monde entier. Ainsi, à la Direction centrale du renseignement intérieur, le contre-espionnage français, si on ne considère pas encore les Anonymous comme une menace, le numéro 2 est malgré tout inquiet. L'anonymat pourrait cacher bien des dérives. On peut très bien imaginer un groupe terroriste qui se servirait du nom d'Anonymous pour initier une action. Quand je dis ça, on peut l'imaginer, mais on ne l'a jamais constaté, on ne l'a jamais vu. Donc, en ce sens-là, pour nous, c'est nécessaire d'avoir une vigilance absolue pour être certain que derrière ce masque d'Anonymous ne se cachent pas d'autres personnes ou d'autres groupes qui auraient des objectifs, je dirais, moins ponctuels que ceux que développe Anonymous. Dorénavant, toutes les polices du monde infiltrent le net, comme jamais. Ces derniers mois, en France, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, près d'une centaine d'Anonymous ont été arrêtés, comme ici en Espagne. Mais il en faudra beaucoup plus pour impressionner ceux qui se disent légion. Et c'est par un nouveau défi qu'ils répondent. Depuis quelques mois circule sur le net une vidéo inquiétante. Un appel à révéler toutes les malversations du monde. Imagine we purchase a USB drive. Imagine we take it to our workplace is. Imagine we pretend we have to work late hours. Imagine we accumulate all sorts of evidences about illegal deeds. Ces preuves supposées de la corruption du monde, les Anonymous veulent les mettre en ligne. La date est déjà connue, le 21 décembre 2012 à 11h11. Imagine we leak it all. We are anonymous. We do not forgive. We do not forget. Le rêve de tout Anonymous, enfin réalisé, la transparence totale, grâce à Internet. Avec nous sur ce plateau, nos deux invités. Nicolas Danet, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien le mouvement des Anonymous. Vous êtes le co-auteur du livre Anonymous aux éditions FIP. Nicolas Arpagian, vous êtes spécialiste, vous, de la sécurité numérique et vous intervenez auprès de la police et de la justice sur ces questions. Je me tourne d'abord vers Nicolas Danet. On vient de le voir à la fin de notre enquête. Anonymous promet, à la fin de l'année, de révéler, je cite, tous les secrets du monde. Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux ? Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question puisqu'en fait Anonymous lui-même, les gens qui participent à Anonymous ne savent pas ce qu'ils vont faire à 1 ou 2 semaines à l'avance. Donc il est impossible de s'engager sur ce qu'ils pourraient mener comme action. Cela dit, quand on regarde ce qu'Anonymous a pu faire auparavant, ils ont parfois participé à des piratages d'informations, notamment d'une entreprise qui fait du renseignement, et ont ensuite divulgué ces données à Wikileaks qui les a distribuées au public en expliquant un petit peu de quoi il s'agissait. Alors Wikileaks, juste pour resituer, c'était les fuites qui avaient été orchestrées par Julian Assange sur la diplomatie américaine, sur l'armée, sur beaucoup d'entreprises et d'institutions stratégiques. Ça pourrait avoir la même ampleur parce que là, c'était souvent des États qui étaient visés. Ça peut être des entreprises, des particuliers. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de particuliers. Quand Anonymous divulgue des données, il peut parfois s'agir de personnes qui travaillent dans des entreprises, mais la vraie cible, ce sont des entreprises ou des gouvernements et en général des structures qui cherchent à attaquer la liberté qui existe sur Internet. Est-ce qu'il est possible, Nicolas Danet, d'établir un portrait robot, le portrait robot des Anonymous ?
Alors il y a un organisme américain qui s'appelle le FBI qui a essayé de le faire une fois. Et c'est assez rigolo puisqu'ils sont arrivés à un portrait type dans lequel ils ciblaient des personnes aux États-Unis qui pouvaient avoir entre 15 et 45 ans, qui pouvaient être des hommes ou des femmes qui n'étaient pas forcément blancs, mais peut-être aussi noirs, peut-être d'origine asiatique. Et donc finalement, ils arrivaient à cibler la moitié de la population américaine. Donc il est extrêmement complexe de savoir qui est derrière le masque Anonymous en termes de sociotype, on va dire. Par contre, on peut savoir et on remarque que les gens qui sont derrière Anonymous partagent des idées en commun qui sont celles d'une plus grande liberté sur Internet. Alors on l'a compris tout au long du reportage, la liberté revient souvent. Quelle liberté? La liberté de voler, comme le dit la chanson qu'on a entendue dans le reportage, c'est la liberté d'attaquer, la liberté de menacer. En fait, on se rend compte que Anonymous ne fait jamais de vol, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais pirater des entreprises pour l'enrichissement personnel. La seule fois où Anonymous a piraté des cartes bancaires, elle a utilisé ces cartes bancaires pour faire des dons à des ONG. Donc on ne peut absolument pas dire qu'Anonymous est un pirate, un groupe de pirates qui va voler des données ou qui va voler en tout cas des cartes bancaires pour son enrichissement personnel. Nicolas Arpagian, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que ces actions, même si ce n'est pas de l'enrichissement illégal, comme le souligne Nicolas Danez, sont illégales? Alors, ce sont des vols, parce que la définition du vol dans notre réglementation, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un enrichissement, il s'agit de prélever quelque chose qui appartient à un tiers. Donc, on est effectivement dans un univers où il est difficile d'envisager le préjudice. Le préjudice, il est certain à partir du moment où, effectivement, l'atteinte à la réputation, la révélation de comportements, de pratiques qui ont vocation à rester secrètes vont ainsi être étalées sur la place publique. Je voudrais qu'on revienne sur le titre de notre enquête ce soir. Internet, la guerre est déclarée. Deux camps s'affrontent avec des armes d'un nouveau type. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette qualification de guerre? Le terme de guerre a un avantage, c'est qu'il évoque un imaginaire pour chacun. Il est évident que la guerre, c'est la violence, c'est l'intensité, c'est éventuellement des morts. Il ne s'agit peut-être pas d'aller pour l'instant jusque-là, même si il n'y a pas d'obstacle technique à cela, parce qu'on peut tout à fait envisager que des hôpitaux, que des infrastructures industrielles soient visées et qu'elles aient des conséquences sur la vie humaine. Pour être précis, il faudrait peut-être davantage parler de guérilla. La logique de la guérilla, c'est lorsque des individus isolés harcèlent une institution, une force armée, un gouvernement, sous la logique du commando. On est plus sur cette logique de guérilla que de guerre. Nicolas Danez, ça vous parle, cette notion de guérilla que livreraient les Anonymous? On est dans ce contexte-là? Alors, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il faut faire attention à ces termes qui sont issus du monde de la sécurité, puisque nécessairement, ils impliquent une vision qui est assez guerrière. Et donc, ça implique effectivement, comme le disait Nicolas Arpagian, un imaginaire, mais qu'un imaginaire qui est peut-être un petit peu différent de ce que peut être Anonymous. Dans le les sens Anonymous où moi, ne sont pas en guerre. Je dirais plutôt qu'ils sont dans une sorte de cyber-révolte. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple. Quand Anonymous s'est attaqué à PayPal, ce système de paiement en ligne, pour protester contre la fermeture des comptes PayPal de Wikileaks. La conséquence de ça, ça a été une chute en bourse du cours de PayPal. Ça n'a pas duré non plus des mois, si vous voulez. Au bout d'un moment, le cours a remonté. Mais on voit effectivement qu'il y a une attaque qui est symbolique et qui, du coup, a un impact sur la santé financière de l'entreprise. Mais on voit qu'il s'agit là plutôt de réputation. Et finalement, Anonymous, c'est plus quelqu'un qui va s'attaquer à la réputation des gens et mener une sorte de guerre dans le monde de l'information. Alors, Nicolas Arpagian, vous travaillez avec des entreprises du CAC 40. Est-ce que vous avez constaté qu'elles ont vraiment peur des Anonymous? Certainement. Enfin, elles ont peur de quelqu'un capable de rentrer dans leur système. Lorsque la société Areva a annoncé il y a quelques semaines que depuis 2 ans et demi, son système d'information était piraté, on est là bien dans du vol de données, on est là sur du renseignement économique, on est là pour essayer de récupérer ce qui constitue le cœur, vraiment le dispositif le plus important d'une entreprise. Et ça, c'est un élément de fragilisation qui inquiète de manière très très importante les entreprises. Nicolas Danez, c'est la liberté, ça encore, de rentrer au cœur d'une entreprise stratégique, de mettre en danger des secrets d'État, des secrets de concurrence? Nous avons d'un côté des gens qui vont faire du renseignement économique et qui sont en fait des cybercriminels. C'est absolument différent de ce que peuvent faire des activistes et de ce que peut faire, par exemple, Anonymous. Anonymous ne le fera pas, ça. Non, Anonymous ne le fait pas. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple. Quand Anonymous est rentré dans les serveurs syriens récemment et qu'il est donc allé voir ce qui se cachait un peu à l'intérieur des ordinateurs du gouvernement syrien, il a trouvé les mails de Bachar el-Assad et les a ensuite publiés directement.
L'idée étant qu'il fallait avoir un impact rapide sur la politique qui était menée par Bachar el-Assad, sanguinaire avec son peuple. Donc on voit bien que les logiques sont différentes. Il ne s'agit pas de piller de l'information qu'on va ensuite réutiliser économiquement, mais plutôt de faire un coup d'activiste, comme on peut le faire d'ailleurs par ailleurs autrement que sur Internet. Nicolas Arpagian, on est étonné par la puissance de ces attaques. Il y a eu plusieurs exemples dans notre enquête. Est-ce qu'il faut être un petit génie de l'informatique, tout maîtriser parfaitement? Il suffit de se connecter et de faire solliciter ce qu'on appelle des botnets, c'est-à-dire des ordinateurs zombies, puisqu'ils vont agir pour cela à l'insu de leur légitime propriétaire. Un grand nombre d'ordinateurs se connectent simultanément sur un même site pour faire sauter, comme on faisait sauter un standard téléphonique dans l'ancien temps, de manière à le saturer. C'est un peu comme beaucoup de personnes s'installent devant la porte d'entrée d'un magasin et font en sorte que plus personne ne puisse rentrer, sortir, et donc paralysent l'activité de ces magasins. Mais il y a encore quelques mois, j'ai le souvenir d'un jeune garçon de classe de 5e dans le nord de la France qui souhaitait modifier les notes sur son carnet de notes électronique à distance parce qu'elles n'étaient pas très bonnes. Il avait peur de se faire gronder par ses parents. Il n'y est pas arrivé. Et moralité, il a loué un botnet pour faire tomber l'informatique de son collège. C'est des solutions qui existent. Elles sont en français. On les trouve assez facilement. C'est-à-dire que je vais sur un moteur de recherche, je dis ordinateur zombie, le prix, etc. Et je l'obtiens aussi simple. Voilà, même moi, je peux le faire. Pour des locations, voilà, absolument. Pour des locations d'ordinateurs, en fait, vous louez pour le temps d'une séquence une tribu, une armée, en tout cas un nombre conséquent de gens qui vont mener l'opération telle que vous la sollicitez. Est-ce qu'on est en train de progresser dans l'élaboration de ces armes pour pirater? Est-ce qu'elles sont de plus en plus sophistiquées? Non, la particularité de Loïc... Loïc, c'est un petit logiciel, c'est bien ça? Loïc, c'est un petit logiciel qui vous permet très simplement, une fois que vous l'avez installé, de participer à ces attaques de déni de service, qui vont permettre du coup de saturer un site. Et de le mettre par terre pendant quelques temps. C'est-à-dire de le rendre indisponible pour d'autres personnes pendant un temps donné. En général, ça dure une journée, un peu moins d'une journée. Ce qui se passe en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour y arriver, il faut être plusieurs, il faut être nombreux. Donc soit on fait appel à des armées d'ordinateurs zombies, donc on dirigerait depuis son propre ordinateur, soit tout simplement, il faut être beaucoup de personnes qui se mobilisent. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Anonymous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cas où Anonymous va diffuser sur ses réseaux des appels à saturer un site particulier, en lien avec l'opération qui est en cours. Et du coup, les personnes, grâce à ce logiciel Loïc, vont toutes se connecter à un site Internet et le faire tomber. On peut assimiler ça, même si c'est quelque chose qui est illégal et qui est puni par la loi, on peut assimiler ça à une sorte de manifestation en ligne où en fait beaucoup de personnes vont se rejoindre à un endroit et bloquer l'accès pour un temps donné à un site Internet. Alors justement, pour aller dans le sens de ce que vous dites, il y a eu de très nombreuses arrestations ces dernières semaines, ces derniers mois, en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, en Italie, en Espagne, contre des Anonymous. Des Anonymous ont été arrêtés. Qu'est-ce que ça va provoquer comme réaction? Ça peut radicaliser les gens? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que fait vraiment ce mouvement? Quand vous faites une attaque DDoS, par exemple, une attaque par déni de service, les attaques qu'on citait tout à l'heure, vous pouvez être passible de prison. Ce qui paraît quand même étrange par rapport à des manifestations dans la rue où vous allez bloquer l'accès à un magasin ou l'accès à une rue, simplement. Pour vous, ça devrait être autorisé de la même façon? Je ne dis pas que ça devrait être autorisé, mais je dis simplement qu'on pourrait penser la manière dont ça peut être puni. Dans le sens où, là, il y a peut-être une exagération qui est trop grande par rapport à la nature délictuelle de l'acte. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Nicolas Sarkozy de pénaliser les gens qui iraient consulter de façon régulière les sites islamistes radicaux? Je pense qu'elle va poser problème aux renseignements généraux qui, quelque part, eux aussi doivent aller consulter ces sites-là. Enfin, au-delà de la blague, je trouve ça assez ridicule de penser que c'est parce qu'on consulte de l'information que nécessairement il s'agit de quelque chose de criminel. Et en fait, ça montre surtout une méconnaissance et une mécompréhension de la nature même d'Internet. Et finalement, on a vu des commentateurs étrangers rigoler de cette annonce en disant « tiens, encore une fois, on a brandi Internet comme étant le responsable de tous les maux du monde ». Mais les gens qui nous regardent vont sûrement se dire, mais c'est quand même, ça peut poser question d'aller de façon tous les jours voir un site qui prône l'organisation d'attentats, la haine de l'autre. En fait, le problème, c'est que ça pose la question de la régulation du savoir, de la connaissance sur Internet. Si je vais sur Wikipédia, qui est cette encyclopédie, pour consulter du contenu qui parlerait par exemple d'Al-Qaïda, est-ce que pour autant, on doit me considérer comme un terroriste? Non, mais Wikipédia, c'est pas un site islamiste radical. Non, mais qui contient de l'information et qui peut contenir des liens vers des sites pour les expliquer qui sont liés à ces thématiques-là. Alors, Anonymous, on l'aura beaucoup prononcé évidemment parce que c'est le thème de cette émission, anonymat.
Est-ce que c'est pas, on a tout autour de nous des personnes masquées dans les écrans, est-ce que c'est pas un peu facile, finalement, de se proférer grand justicier, observateur, régulateur, pourfendeur des adversaires de la liberté d'expression derrière ce masque qu'il ne retire jamais? Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que l'anonymat n'a pas attendu Internet ni Anonymous pour exister. En démocratie, il y a un moment pendant lequel on est anonyme. Quand on vote. C'est le vote. Et pour autant, on peut espérer que les gens ne font pas n'importe quoi lorsqu'ils votent. Non, j'ai pas dit n'importe quoi. J'ai dit, est-ce que c'est pas un peu facile? Non, mais d'abord, ce n'est pas parce qu'il y a de l'anonymat qu'il n'y a pas de responsabilité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, posons la question à l'inverse. Posons la question, par exemple, à des Syriens, si c'est pas un peu facile pour eux de ne pas être anonymes sur Internet, puisqu'ensuite, ils peuvent se faire traquer par leur État, et donc, après, être en danger de mort. On peut aussi, et ça c'est la dernière chose qui est intéressante, opposer cet anonymat d'Anonymous à d'autres formes d'anonymat qui sont tout aussi, même plus en fait, potentiellement fortes. Vous avez l'anonymat du monde de la finance, par exemple. Les gens d'Occupy Wall Street, ces indignés des États-Unis, luttaient contre une forme de force anonyme qui était la finance. Pour revenir à nos téléspectateurs, au quotidien, est-ce qu'on peut déjà dire que l'émergence, les actions d'Anonymous ont eu des conséquences qu'on peut ressentir déjà dans notre vie de tous les jours ou pas? Alors, ce que je dirais, moi, c'est que quand l'on est exposé au message d'Anonymous et que l'on regarde les vidéos, par exemple, que produit Anonymous, je pense que ça rappelle quelque chose. Ça rappelle, par exemple, quand on voit une vidéo d'Anonymous qui explique que le site de la Maison-Blanche a été piraté, ou simplement qu'il y a eu une attaque par déni de service dessus, donc il a été temporairement fermé. Qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle que quelque part, ces pouvoirs symboliques, ces pouvoirs qui sont extrêmement puissants, peuvent être égratignés. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'encontre de ces pouvoirs. On peut faire quelque chose. Et donc, en fait, Anonymous, à mon avis, a cette fonction de rappeler la potentialité de révolte aux populations en général. Ça, autant dans les pays occidentaux que, par exemple, dans les révolutions arabes. C'est le nouveau quatrième pouvoir, Nicolas? Alors là, on voit des gens d'horizons divers, de régimes et de régions géographiques extrêmement disparates, capables de se mettre ensemble pour une opération ponctuelle. C'est un mode d'organisation qu'il va falloir prendre en compte désormais. Alors, à défaut du mot de la fin, la question de la fin, je l'ai déjà demandé à Nicolas Danet tout à l'heure sans le vouloir. Êtes-vous Anonymous, Nicolas Danet? Vous seriez venu masquer, sinon? Alors, je ne suis pas Anonymous et en même temps, la question est qui peut se dire Anonymous? Au final, on peut être Anonymous, je pense, on peut avoir une posture Anonymous. Se dire Anonymous face à une caméra de télévision, c'est à mon avis contradictoire. Nicolas Arpagian. Je partage tout à fait cette analyse. Je pense que celui ou celle qui revendiquerait à visage découvert son statut le perdrait, ou en tout cas montrerait qu'il n'a pas intégré l'état d'esprit, en tout cas l'état d'esprit d'un mouvement comme celui-ci. Dès qu'on se démasque, on n'est plus Anonymous, c'est ça la clé, une des clés? On n'est plus anonyme, donc nécessairement, oui, on contrevient à cette idée d'Anonymous. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ce mouvement, sur cette mouvance d'Anonymous. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de Pièces à conviction. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur France 3.